Un millionnaire arrogant, à qui il ne restait que 2 semaines à vivre, aperçoit son ex-fiancée attendant le bus avec des jumeaux qui lui ressemblent trait pour trait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les lumières fluorescentes du bureau du docteur Harrison grésillaient comme des guêpes en colère tandis que Marcus Wellington fixait les clichés d'IRM qui illuminaient le mur. Des images en noir et blanc qui éplaient sa condamnation à mort avec une précision clinique. 6 à 8 semaines, répéta le docteur Harrison, sa voix distante et creuse. Je suis désolé, Marcus. Le glioblastome est agressif. Nous pouvons discuter des options de soins palliatifs, mais... Marcus avait cessé d'écouter. Les mots cancer du cerveau en phase terminale résonnaient dans son crâne alors qu'il sortait du bureau en titubant, le claquement de ses chaussures de luxe sur le sol poli de l'hôpital sonnant comme un compte à rebours. À 39 ans, Marcus Wellington possédait la moitié de la ligne d'horizon de Manhattan. Son empire immobilier l'avait rendu immensément riche, mais l'argent ne pouvait lui acheter plus de temps. L'ironie ne lui échappait pas. Un homme qui construisait des maisons pour les autres ne verrait jamais son 40e anniversaire. Ses mains tremblaient sur le volant de sa Bentley alors qu'il naviguait dans la circulation du soir de Brooklyn, hébété. La ville défilait devant lui, floue comme une aquarelle délavée par la pluie. Il aurait dû appeler son assistante, annuler ses réunions, régler ses affaires. Au lieu de cela, il conduisait sans but, son esprit luttant pour accepter l'impossible. C'est alors qu'il les vit, debout à la station de métro Atlantic Avenue. Une femme aux cheveux auburn tenait la main de 2 garçons identiques. Quelque chose dans leur posture, dans la façon dont ils penchaient la tête, lui coupa le souffle. Marcus s'arrêta brusquement, ignorant les klaxons derrière lui, les yeux rivés sur les enfants. Des jumeaux, peut-être âgés de 6 ans, avec des cheveux sombres et des yeux bruns familiers. Ses yeux. La femme se tourna légèrement et son monde s'effondra complètement. Sarah. Mais plus âgée maintenant, portant des vêtements simples au lieu de robe de créateur, ses cheveux plus courts que dans son souvenir. Le nom sur son badge de travail indiquait Sarah Connor, et non Sarah Mitchell, la femme qu'il avait publiquement humiliée 7 ans plus tôt. Alors que le métro approchait, l'un des garçons regarda directement Marcus à travers la vitre de la voiture. Le regard innocent de l'enfant le transperça comme un éclair, et Marcus sut, avec une certitude absolue, que c'étaient ses fils. Les fils dont il n'avait jamais connu l'existence. Marcus abandonna sa Bentley sur le bord de la route et se précipita vers le quai du métro, son cœur martelant contre ses côtes. La foule du soir le bousculait alors qu'il se frayait un chemin, désespéré de ne pas les perdre de vue. « Sarah !» cria-t-il, sa voix se brisant. Elle se figea, sa prise se resserrant de manière protectrice sur les mains des garçons. Quand elle se retourna, son visage était devenu pâle comme la neige d'hiver. Les enfants levèrent les yeux vers leur mère avec confusion, puis vers l'étranger bien habillé qui s'approchait d'eux. « Vous faites erreur, » dit rapidement Sarah, en tirant les garçons plus près d'elle. « Je m'appelle Sarah Connor. Je ne vous connais pas. » Mais Marcus pouvait voir la vérité dans ses yeux terrifiés. De près, la ressemblance était indéniable. Le garçon de gauche avait son menton têtu, tandis que l'autre partageait ses sourcils épais. C'étaient de parfaites miniatures des traits de la famille Wellington. « Ne me mens pas, Sarah, » dit Marcus en se rapprochant malgré sa peur évidente. Une douleur aiguë lui traversa le crâne, le faisant grimacer. « Ce sont mes fils. »« Maman, qui est cet homme ?» murmura le plus petit garçon, se cachant derrière les jambes de Sarah. « Personne d'important, Michael, » répondit-elle fermement, puis elle regarda Marcus avec un défi flamboyant dans ses yeux verts. « Vous devez nous laisser tranquilles, maintenant. »« Je n'irai nulle part, » insista Marcus, bien qu'une autre vague de douleur l'obligeât à s'appuyer contre un pilier voisin pour se soutenir. « Quel âge ont-ils, Sarah ?»« Cela ne signifie rien, » le coupa-t-elle sèchement. « Vous avez été parfaitement clair sur ce que vous pensiez de moi il y a 7 ans. Ces garçons ne vous connaissent pas, et ils n'ont pas besoin de vous connaître. » Le jumeau le plus courageux, James, supposa Marcus, s'avança légèrement, étudiant Marcus avec une intensité curieuse. « Vous êtes malade, monsieur ? Vous avez l'air pâle. » Marcus s'agenouilla lentement, luttant contre le vertige qui menaçait de le submerger. « Je vais bien, mon garçon. Comment t'appelles-tu ? » « Ne réponds pas à ça, » ordonna Sarah, puis elle s'adressa à Marcus d'une voix glaciale. « Si vous vous approchez encore de mes enfants, j'appelle la police. Ils ont une figure paternelle qui se soucie vraiment d'eux. » Le métro entra en rugissant dans la station,
noyant la réponse de Marcus alors que Sarah se dépêchait d'entraîner les garçons vers les portes. James jeta un dernier regard en arrière, ses yeux innocents remplis de questions qui transpercèrent le cœur mourant de Marcus. Cette nuit-là, Marcus était assis dans son penthouse surplombant Central Park, son whisky intact reflétant les lumières de la ville. La douleur dans sa tête s'était intensifiée, mais ce n'était rien comparé à l'agonie dans sa poitrine. Ces garçons, James et Michael, étaient sa chair et son sang, et il avait manqué 6 ans de leur vie. Son esprit retourna à cette terrible nuit, 7 ans plus tôt, le souvenir aussi tranchant que du verre brisé. Le Metropolitan Club avait été décoré de roses blanches et de lumières dorées pour leur fête de fiançailles. 200 membres de l'élite de New York se mêlaient dans la grande salle de bal, célébrant ce que les pages mondaines appelaient la fusion du siècle. Sarah était radieuse dans sa robe émeraude, sa main reposant de manière protectrice sur son ventre encore plat. Elle lui avait annoncé sa grossesse quelques heures seulement avant la fête. Enceinte de 8 semaines, avait-elle murmuré, les larmes de joie aux yeux. Mais ensuite, Richard, l'associé de Marcus, l'avait pris à part avec une nouvelle dévastatrice. Le contrat Hendrix, leur plus grosse acquisition, était tombé à l'eau parce que quelqu'un avait divulgué leur offre. L'enquête de Richard pointait vers l'accès de Sarah à l'ordinateur de Marcus. « Elle s'est jouée de toi, Marcus », avait dit Richard. Le coup classique de la croqueuse de diamants. Tomber enceinte, s'assurer la fortune. Le doute avait empoisonné l'esprit de Marcus comme un venin. Quand Sarah s'était approchée de lui avec du champagne, rayonnante de bonheur, quelque chose de sombre avait jailli de sa poitrine. « Mesdames et messieurs », avait annoncé Marcus, sa voix portant à travers la salle de bal silencieuse. « Je crains qu'il y ait eu une erreur. Ces fiançailles sont annulées. » Le visage de Sarah s'était décomposé en temps réel. « Marcus, qu'est-ce que tu ? Je ne serai pas manipulé par une croqueuse de diamants calculatrice, avait-il déclaré, ses mots résonnant contre les murs de marbre. Quelqu'un qui me séduirait pour mon argent et saboterait ensuite mes affaires. Les halètements et les murmures avaient rempli l'air comme un essaim de criquets. Sarah était restée figée, sa main toujours protectrice sur son ventre, des larmes coulant sur son visage alors que 200 témoins regardaient son monde s'effondrer. 3 jours plus tard, Richard avait avoué, un employé jaloux avait divulgué les informations. Mais il était trop tard. Sarah avait disparu, ainsi que l'enfant qu'elle avait perdu à cause du traumatisme. Le verre de whisky de Marcus glissa de ses doigts tremblants, se brisant contre le sol en marbre. Il avait détruit la femme qu'il aimait et tué son propre enfant par sa cruauté. Maintenant, alors que la mort se précipitait vers lui, il avait découvert que 2 enfants avaient survécu à sa terrible erreur. Pendant 3 jours, Marcus hanta la station de métro comme un fantôme, attendant. Les maux de tête empiraient, accompagnés de moments où sa vision devenait floue et où ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Mais il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant qu'il avait trouvé ses fils. Le jeudi soir, Sarah sortit de la station avec les garçons, la mâchoire serrée de détermination quand elle l'aperçut. « C'est du harcèlement », dit-elle froidement, se positionnant entre Marcus et les enfants. « 5 minutes, plaida Marcus de sa voix rauque. « Laisse-moi juste leur parler pendant 5 minutes. » James jeta un coup d'œil curieux autour de sa mère, tandis que Michael serrait plus fort sa main, son petit visage marqué par l'anxiété. « S'il te plaît, maman, » murmura James, il a l'air triste. La résolution de Sarah vacilla un instant, puis se durcit à nouveau. « D'accord. 5 minutes. Mais je reste ici. Et si l'un de mes garçons se sent mal à l'aise, vous partez immédiatement. » Marcus s'agenouilla prudemment, combattant une vague de vertige. « Salut les garçons. Je suis Marcus. J'ai connu votre maman il y a longtemps. »« C'est vous l'homme qui a fait pleurer maman ?» demanda soudainement Michael, sa voix à peine audible. La question innocente frappa Marcus comme un coup physique. Il jeta un coup d'œil à Sarah, dont les yeux étaient remplis d'une vieille douleur. « Oui, » admit doucement Marcus. « J'ai fait beaucoup de mal à votre maman. Et je suis désolé pour ça. » James s'avança de manière protectrice. « Alors pourquoi devrions-nous vous parler ? Maman dit que les gens qui font du mal aux autres ne sont pas de bonnes personnes. »« Parce que parfois, » dit Marcus, peinant à trouver des mots qu'un enfant de 6 ans pourrait comprendre, les gens font de terribles erreurs. Et parfois, ils passent le reste de leur vie à essayer de réparer ces erreurs. Michael secoua violemment la tête. « On n'a pas besoin de papa. On a maman et elle prend soin de nous. » Le temps est écoulé, annonça Sarah, remarquant le teint pâle de Marcus et la façon dont il s'agrippait au banc pour se soutenir.
Les garçons, dites au revoir. Au revoir, dit poliment James, mais Michael se contenta de fixer le sol. Alors qu'il s'éloignait, Marcus cria désespérément, « Je veux juste vous connaître, s'il vous plaît. » Sarah se retourna, son expression s'adoucissant légèrement devant son désespoir évident. Visite surveillée seulement. 1 heure, 2 fois par semaine. Riverside Park, près de l'aire de jeu. Et Marcus, sa voix devint sévère, consultez un médecin. Vous avez une mine affreuse. Marcus les regarda disparaître dans la foule, l'espoir et le désespoir se livrent en bataille dans sa poitrine. Il avait la permission de voir ses fils, mais le temps s'écoulait plus vite que le sable dans un sablier. Dans les heures qui suivirent cette première visite surveillée, Marcus engagea un détective privé. Le dossier Manny, qui arriva 3 jours plus tard, contenait des révélations qui faisaient paraître son diagnostic terminal comme un inconvénient mineur. Sarah Connor, non légalement changée de Sarah Mitchell, cumulait 3 emplois, le matin à l'hôpital méthodiste de Brooklyn comme technicienne en radiologie, l'après-midi à nettoyer des bureaux au centre-ville et les week-ends dans un restaurant local. Son revenu mensuel couvrait à peine le loyer de leur appartement exigu de 2 chambres dans un quartier où les sirènes hurlaient toute la nuit. Mais la découverte la plus dévastatrice se trouvait dans un rapport scolaire enfoui au fond du dossier. Michael souffrait d'une dyslexie sévère. La thérapie recommandée coûtait $300 par semaine, de l'argent que Sarah n'avait tout simplement pas. Le garçon prenait de plus en plus de retard, sa confiance en lui s'effritant à chaque tentative de lecture ratée. Marcus étudia la photo de classe de Michael, voyant ses propres difficultés d'enfance se refléter dans ses yeux bruns confus. Il avait surmonté ses difficultés d'apprentissage avec des tuteurs coûteux et des programmes spécialisés, son fils n'avait pas ce luxe. La révélation finale eut lieu lorsque Marcus les suivit au parc pour leur 2e visite surveillée. Il arriva en avance, se cachant derrière un arbre pour les observer naturellement. « Raconte-nous encore l'histoire de papa », disait James à Sarah alors qu'ils étaient assis sur un banc. La voix de Sarah était douce mais triste. « Votre père était un homme bon qui est tombé très malade quand vous étiez des bébés. Il est allé au paradis avant que vous puissiez le rencontrer. » Marcus serra l'écorce de l'arbre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle leur avait dit qu'il était mort. Dans leur esprit innocent, ils rencontraient un étranger, pas leur père. « Tu crois que papa peut nous voir du paradis ?» demanda Michael, peinant à prononcer les mots correctement. « J'en suis sûr, mon chéri. Et je sais qu'ils vous aiment tous les deux très fort. » L'ironie était suffocante. Marcus était en train de mourir, mais dans l'esprit de ses fils, il était mort depuis 6 ans. Il regarda Michael lutter pour lire un livre d'images, voyant la frustration et l'embarras assombrir le visage du garçon lorsqu'il butait sur des mots simples. Alors que Sarah l'apercevait et lui faisait signe de s'approcher, Marcus réalisa l'ampleur de sa tâche. Il ne devait pas seulement gagner le cœur de ses fils, il devait se ressusciter d'entre les morts. Et il devait le faire pendant que son propre corps le trahissait, synapse défaillante après synapse. Le mal de tête qui le frappa alors qu'il marchait vers sa famille fut si intense qu'il faillit s'effondrer. Marcus se stabilisa contre un banc de parc, forçant un sourire alors que Sarah l'observait avec une inquiétude croissante. Le mal de tête ressemblait à du métal en fusion derrière ses yeux, mais il ne pouvait pas laisser ses fils voir sa faiblesse. « Pas encore. »« Ça va ?» demanda doucement Sarah pendant que les garçons jouaient sur les balançoires à proximité. « Juste fatigué », mentit Marcus en s'asseyant lourdement. Longue journée au bureau. Au cours des semaines suivantes, leurs rencontres bi-hebdomadaires devinrent une danse délicate de petits progrès et de revers douloureux. Marcus apprit à planifier des activités en fonction de ses limitations croissantes, plus de visites à pied ou de jeux physiques. Au lieu de cela, il apportait des livres de coloriage, des puzzles simples et des livres d'images que Michael pouvait gérer sans frustration. James fut le premier à craquer. Lors de leur 4e rencontre, il s'approcha du banc de Marcus avec une curiosité prudente. « Pourquoi vous asseyez-vous toujours autant ?» demanda le garçon avec la franchise typique d'un enfant de 6 ans. « Ces vieux os se fatiguent facilement », répondit Marcus, reconnaissant d'avoir une excuse qui n'était pas entièrement fausse. « Vous n'êtes pas si vieux que ça », observa James, puis il surprit Marcus en s'asseyant à côté de lui. « Le père de mon ami Tommy est plus vieux que vous et il joue au foot avec nous. » La poitrine de Marcus se serra. Peut-être qu'on pourrait lire une histoire à la place. Pendant ce temps, Michael restait résolument distant, se cachant souvent derrière Sarah ou refusant de parler directement à Marcus. Son anxiété semblait augmenter chaque fois que Marcus bougeait trop vite ou lorsque sa coordination flanchait,
ce qui arrivait de plus en plus fréquemment. Il est très sensible, expliqua Sarah un après-midi alors que Marcus luttait pour ouvrir une brique de jus avec des doigts tremblants. Les changements le perturbent. Les nouvelles personnes, surtout. Je comprends, dit Marcus, bien que son cœur se serre en voyant Michael se retirer à l'autre bout de l'aire de jeu chaque fois qu'il s'approchait. À la 6e semaine, James avait commencé à l'appeler Monsieur Marcus et partageait occasionnellement des potins de la cour de récréation ou montrait des dessins de l'école. Mais Michael continuait d'observer de loin, ses yeux sombres remplis de la même lassitude qui hantait le visage de Sarah. Marcus savait que le temps lui était compté. Les problèmes de coordination devenaient impossibles à cacher. La veille, il avait oublié le nom de James en pleine conversation. Bientôt, même ses précieuses heures volées seraient hors de sa portée défaillante. 3 semaines plus tard, Sarah appela Marcus, la panique dans la voix. Michael a des problèmes à l'école. Il y a une réunion d'urgence avec son institutrice. Voudrais-tu venir? Il pourrait avoir besoin de tout le soutien possible. Marcus se retrouva dans la salle de classe exiguë de l'école PS 321, assis à côté de Sarah sur des chaises en plastique de taille enfant. Sa vision ne cessait de se brouiller et il devait s'agripper au minuscule bureau pour rester concentré pendant que Madame Rodriguez expliquait la situation. Michael a eu une crise de nerfs complète pendant l'heure de lecture, dit doucement l'enseignante. Il a jeté son livre à travers la pièce et s'est caché sous son bureau en pleurant. Il n'arrêtait pas de dire qu'il était trop stupide et que tout le monde se moquait de lui. À travers la fenêtre de la salle de classe, Marcus pouvait voir Michael assis seul dans le bureau du directeur, ses petites épaules secouées par des sanglots silencieux. Cette vision lui serra la poitrine d'une douleur qui n'avait rien à voir avec sa tumeur. « Où est-il maintenant » demanda Marcus en peinant à se lever. Sarah remarqua comment il s'agrippa à la chaise pour se soutenir, son front se plissant d'inquiétude. « La conseillère est avec lui, mais il ne veut parler à personne », répondit Madame Rodriguez. Sans réfléchir, Marcus se dirigea vers le bureau, sa démarche légèrement instable. Sarah le suivit de près, prête à le rattraper s'il trébuchait. À travers la porte vitrée, il pouvait voir Michael recroquevillé en boule sur un pouf, des larmes coulant sur son visage. Marcus frappa doucement et entra. Et, champion. Michael leva les yeux, surpris de le voir. « Monsieur Marcus, pourquoi êtes-vous ici ?» « Parce que parfois, dit Marcus en s'asseyant prudemment par terre à côté du pouf, les gens qui tiennent les uns aux autres se présentent quand les choses deviennent difficiles. »« J'arrive pas à lire, bien, » murmura Michael, sa voix se brisant. « Tous les autres enfants pensent que je suis bête. » Le cœur de Marcus se brisa. « Tu sais quoi? Je ne lisais pas bien non plus quand j'avais ton âge. » Les lettres dansaient sur la page comme si elles me jouaient des tours. Les yeux de Michael s'écarquillèrent. « Vraiment? Vraiment. Mais tu sais ce que j'ai appris? Être différent, ce n'est pas la même chose qu'être bête. Ton cerveau fonctionne juste d'une manière spéciale. » Pour la première fois depuis que Marcus l'avait rencontré, Michael se rapprocha. « Les enfants se moquaient de toi aussi? » « Parfois. Mais j'ai eu de l'aide, et tu en auras aussi. » Quand Michael permit enfin à Marcus de le tenir dans ses bras pendant qu'il pleurait, Sarah observait depuis le seuil de la porte, les larmes aux yeux et une alarme grandissante face à la confusion évidente de Marcus pour retrouver le couloir menant au parking. Le trajet de retour de l'école de Michael fut tendu. Sarah était assise sur le siège passager de la Bentley de Marcus, son œil exercé cataloguant chaque symptôme qu'elle notait inconsciemment depuis des semaines. « Arrête-toi » dit-elle soudainement alors que Marcus luttait pour se souvenir de la sortie menant à Brooklyn. « Je vais bien » insista Marcus, bien que la sueur perle sur son front malgré l'air frais de l'automne. « Marcus, je travaille en radiologie. Je vois des scanners cérébraux tous les jours. » Sa voix était maintenant clinique, dépouillée d'émotion. Les maux de tête, les problèmes de coordination, les pertes de mémoire, la façon dont tu t'agrippes aux choses pour garder l'équilibre, ce ne sont pas des symptômes de stress. Les mains de Marcus se resserrèrent sur le volant. « Tu exagères. Arrête la voiture. Maintenant. » Il se gara dans une station-service, ses mouvements saccadés et incertains. Sarah se tourna pour lui faire face, ses yeux verts vifs d'une évaluation professionnelle. Céphalée persistante, dysfonctionnement de la coordination motrice, confusion épisodique, énumératez-elle en terminologie médicale. Depuis combien de temps présentes-tu des symptômes neurologiques? Sarah, s'il te plaît. Depuis combien de temps? Sa voix trancha sa protestation comme un scalpel. Marcus ferma les yeux, vaincu. Quelques mois.
Peut-être plus. Mon Dieu! La façade clinique de Sarah se fissura légèrement. Tu as été en présence de mes enfants avec une condition neurologique non diagnostiquée. Et si tu avais une crise? Et si tu t'étais effondré en tenant Michael? Ce n'est pas si grave. La formation de Sarah reprit le dessus. Déclin neurologique à apparition progressive chez un homme de 39 ans, cela pointe vers plusieurs possibilités, aucune d'entre elles n'est bonne. Tumeur, maladie dégénérative, condition auto-immune. Arrête, murmura Marcus. Tu vas voir un neurologue dans les 48 heures, déclara Sarah, sa voix ne souffrant aucune discussion. Tu auras un bilan complet. IRM, analyse de sang, tout. Et tant que tu ne l'auras pas fait, tu ne t'approcheras pas de James et Michael. Tu ne peux pas me les enlever. Regarde-moi bien. Les yeux de Sarah flamboyaient d'une fureur protectrice. Je ne te laisserai pas traumatiser mes fils en t'effondrant devant eux. Fais les examens, Marcus. Découvre ce qui ne va pas. Ensuite, nous parlerons. Alors qu'elle sortait de la voiture en trombe, appelant un taxi depuis son téléphone, Marcus réalisa que son temps s'épuisait plus vite qu'il ne l'avait prévu. L'instinct médical de Sarah l'amènerait finalement à la vérité. La question était, le laisserait-elle voir ses fils une fois qu'elle saurait qu'il était en train de mourir? 2 jours plus tard, Marcus était assis dans le même cabinet de neurologue où son monde s'était effondré pour la première fois, regardant Sarah étudier ses films d'IRM avec l'intensité d'un détective examinant des preuves sur une scène de crime. Le docteur Harrison avait accepté à contre-cœur de l'inclure dans la consultation, étant donné sa formation médicale et sa relation avec le patient. Les clichés brillaient contre le négatoscope comme des étoiles malveillantes. Le visage de Sarah passa par un spectre d'émotions, curiosité professionnelle, alarme croissante, et enfin, compréhension dévastatrice. Glioblastome multiforme, murmura-t-elle, traçant les bords irréguliers de la tumeur avec son doigt. Stade 4. Depuis combien de temps le sait-il? Le docteur Harrison jeta un coup d'œil à Marcus, qui était affalé sur sa chaise comme un condamné. 6 semaines. 6 semaines? Sarah se retourna brusquement, les yeux flamboyants de fureur. Tu sais que tu es en train de mourir depuis 6 semaines et tu ne me l'as pas dit. Sarah, s'il te plaît. S'il te plaît, Ria. Sa voix claqua comme un fouet. Je t'ai laissé passer du temps avec mes enfants pendant que tu me mentais effrontément sur le fait d'avoir un cancer du cerveau en phase terminale. Marcus essaya de se lever, mais sa coordination le trahit et il faillit retomber sur sa chaise. Je voulais juste du temps avec eux. J'avais besoin d'eux? Tu avais besoin de me manipuler. Le sang-froid professionnel de Sarah vola en éclats. Pronostic de 6 à 8 semaines, ça veut dire qu'il te reste peut-être 2 semaines, n'est-ce pas, docteur Harrison? Le neurologue hocha sombrement la tête. La tumeur a considérablement grossi depuis le diagnostic initial. On parle maintenant de jours à quelques semaines. Sarah pressa ses mains contre ses tempes, arpentant le petit bureau comme un animal en cage. C'est insensé. C'est absolument insensé. Tu m'as laissé croire que tu étais juste stressé ou surmené alors que ton cerveau était littéralement en train de mourir. J'étais terrifié à l'idée que tu me coupes complètement les ponts, admit Marcus, sa voix à peine audible. J'ai déjà perdu 7 ans avec eux. Je ne pouvais pas perdre le peu de temps qu'il me restait. Sarah cessa d'arpenter la pièce, sa poitrine se soulevant d'émotion. Pendant un long moment, elle fixa l'homme qui avait autrefois détruit sa vie et qui se mourait maintenant sous ses yeux. Si tu veux encore passer du temps avec James et Michael, dit-elle enfin, sa voix d'un calme mortel, tu ne me mentiras plus jamais. Sur quoi que ce soit. C'est moi qui décide comment nous gérons cela avec les garçons. C'est moi qui décide quand nous leur disons, et c'est moi qui décide du temps que tu obtiens. Compris? Marcus hocha désespérément la tête. Compris. Et Marcus? Les yeux verts de Sarah étaient remplis de larmes qu'elle refusait de verser. Je suis désolé que tu sois en train de mourir. Mais je ne te laisserai pas détruire mes enfants comme tu m'as détruite. Les nouvelles règles de Sarah étaient aussi strictes qu'un protocole militaire. Les visites furent réduites à 1 heure, 2 fois par semaine, toujours dans son appartement où Marcus pouvait se reposer si nécessaire. Plus de rencontres au parc, son équilibre était devenu trop précaire. Les garçons, annonça Sarah lors de leur première visite surveillée en intérieur, Marcus va passer un moment tranquille avec vous. Il ne se sent pas bien ces derniers temps, donc nous devons garder les activités calmes. James, qui connaissait maintenant Marcus depuis 8 semaines, avait développé un instinct protecteur. Est-ce que ça va aller, Marcus? Papa?
demanda-t-il, le titre hybride lui échappant naturellement. Le cœur de Marcus faillit s'arrêter. Marcus papa, ça te va? Demanda James, incertain. Tu n'es pas comme un papa normal, mais tu n'es pas non plus juste Marcus. C'est parfait, murmura Marcus, la voix étranglée par l'émotion. Michael restait recroquevillé dans son coin avec ses livres d'images, jetant des coups d'œil mais gardant ses distances. L'anxiété du garçon semblait augmenter chaque fois que Marcus bougeait trop lentement ou faisait une pause en milieu de phrase, ce qui arrivait de plus en plus fréquemment. Marcus avait adapté leurs activités à ses limitations. Les jeux de société remplaçaient les jeux physiques, la lecture ensemble remplaçait les promenades. Il avait installé une petite caméra vidéo dans un coin, avec la permission de Sarah après lui avoir expliqué son but. « James, peux-tu regarder la caméra une minute ?» demanda Marcus lors de leur 3e visite. « Pourquoi ?»« Je veux enregistrer des messages pour vous. Pour quand vous serez plus grand. Comme pour votre diplôme, votre mariage, ou quand vous aurez vos propres enfants. » James fronça les sourcils avec une logique d'enfant de 6 ans. « Tu ne pourras pas simplement me le dire à ce moment-là ?» Sarah intervint doucement. « Marcus veut s'assurer que ces mots sont sauvegardés pour toujours, mon chéri. » Entre les visites, Marcus consacrait l'énergie qui lui restait à écrire des lettres détaillées pour chaque garçon, des instructions pour James sur le fait d'être un grand frère, des encouragements pour Michael concernant ses difficultés de lecture, des histoires sur l'histoire de la famille Wellington qu'il n'apprendrait jamais. Lors de leur 4e visite, l'élocution de Marcus commença à s'empâter légèrement. James le remarqua immédiatement. « Marcus papa, tu parles bizarrement. »« Parfois, ma bouche ne fonctionne pas aussi bien qu'avant, » expliqua simplement Marcus. « Comme Michael avec la lecture ?»« Exactement comme ça. » De son coin, Michael leva les yeux pour la première fois de la journée, une lueur de compréhension traversant son jeune visage. Le mardi suivant apporta une pluie inattendue, les piégeant tous à l'intérieur du petit salon de Sarah. Marcus était assis à la table de la cuisine, ses mouvements maintenant sensiblement plus lents et plus délibérés. La tumeur progressait rapidement. Son élocution était devenue plus laborieuse et sa main gauche tremblait presque constamment. « J'ai apporté quelque chose de spécial aujourd'hui », annonça Marcus, sortant une grande boîte de matériel de dessin de son sac avec l'aide de Sarah. James se précipita immédiatement, mais Michael resta sur le canapé, serrant son éléphant en peluche usée. Au cours des dernières semaines, le garçon avait commencé à jeter des regards plus longs à Marcus, sa curiosité se livrant clairement bataille à son anxiété. « Ce sont des crayons d'artistes professionnels », expliqua Marcus à James, ces mots légèrement empâtés mais compréhensibles. « Le genre que les vrais artistes utilisent. »« Je peux essayer ?» demanda James avec empressement. « Bien sûr, c'est pour ça que je les ai apportés. » Alors que James commençait à dessiner avec enthousiasme, Marcus remarqua que Michael s'était rapproché, ses yeux sombres fixés sur les crayons de couleur avec un désir indubitable. « Michael, dit doucement Marcus, aimerais-tu dessiner quelque chose ?» Le garçon secoua rapidement la tête mais ne retourna pas sur le canapé. « Tu sais, » continua Marcus, sa voix patiente malgré l'effort que nécessitait l'élocution, « quand j'avais ton âge, j'adorais dessiner. Mes mains fonctionnaient mieux avec les images qu'avec les mots. » La prise de Michael sur son éléphant se desserra légèrement. « Vraiment ? Vraiment. Les mots étaient difficiles pour moi aussi. Mais les images avaient du sens. » Sarah observait depuis le seuil de la cuisine, prête à intervenir si nécessaire, mais quelque chose dans le ton de Marcus la garda silencieuse. « Je ne sais pas bien dessiner, » murmura Michael, faisant un pas de plus. « Je parie que si, » dit Marcus en faisant glisser une feuille de papier fraîche sur la table. « On essaie ensemble ?» Pour la première fois en 2 mois, Michael s'approcha volontairement de Marcus. Il grimpa sur la chaise à côté de lui, son petit corps rayonnant d'une énergie nerveuse. « Qu'est-ce qu'on dessine ?» demanda Marcus. « Je ne sais pas, » dit Michael, prenant un crayon vert avec une révérence prudente. « Et si on dessinait un arbre ? Tout le monde peut dessiner un arbre. » Alors qu'ils travaillaient côte à côte, la main tremblante de Marcus guidant celle, stable, de Michael, le silence était confortable, rompu seulement par le doux grattement des crayons sur le papier et la pluie contre les fenêtres. « Marcus, » dit soudainement Michael sans lever les yeux de son dessin. « Oui, champion. Maman nous a dit que notre papa était mort avant notre naissance. » Le crayon de Marcus s'arrêta. Sarah se tendit sur le seuil, mais Marcus croisa son regard et secoua la tête de manière presque imperceptible. «
C'est ce qu'elle vous a dit, confirma prudemment Marcus. Mais tu es là maintenant. La voix de Michael était pensive, pas accusatrice. Es-tu revenu du paradis? Qui hocha la tête presque imperceptiblement, lui donnant la permission de naviguer seul dans ce champ de mine. Michael, dit lentement Marcus, choisissant ses mots avec la précision d'un chirurgien. Parfois, les adultes font de très grosses erreurs. Parfois, ils font tellement de mal aux gens qu'ils aiment qu'ils doivent s'en aller. Comme une punition, en quelque sorte. Mais une très longue punition. Michael continua de colorier, traitant cette information avec une logique d'enfant de 6 ans. Tu as été puni parce que tu as fait du mal à maman? Oui, murmura Marcus. J'ai fait très, très mal à votre maman. Et je l'ai regretté chaque jour depuis. Mais tu es revenu. Je suis revenu parce que je voulais vous rencontrer, toi et James. Parce que même si j'ai fait de terribles erreurs, je n'ai jamais cessé de vous aimer. Michael posa son crayon et regarda directement Marcus pour la première fois. Tu nous aimes même si on ne te connaissait pas? La vision de Marcus se brouilla de larmes qu'il luttait pour contrôler. Je vous aime tous les deux plus que toutes les étoiles dans le ciel. Plus que je n'aurais jamais cru possible d'aimer quelqu'un. Même si je ne sais pas bien lire? Surtout parce que tu es absolument parfait tel que tu es. Michael étudia le visage de Marcus avec l'intensité que seuls les enfants possèdent. Vas-tu devoir retourner au paradis bientôt? La question resta en suspens dans l'air, comme une épée. Marcus regarda Sarah, dont les larmes coulaient sur le visage. Puis il se tourna vers son fils. Il se pourrait que je doive y aller, admit Marcus. Mais avant de partir, je veux que tu saches quelque chose de très important. Tu m'écoutes? Michael hocha solennellement la tête. Tu es intelligent, gentil et courageux. Tu vas faire des choses extraordinaires dans ta vie. Et même si je ne peux pas être là pour toutes les voir, je serai toujours fier de toi. Un instant, ils restèrent assis dans un silence complet. Puis, à l'étonnement de tous, Michael rapprocha lentement sa chaise de celle de Marcus. « Je peux avoir un câlin ?» demanda doucement le garçon. Le cœur de Marcus faillit exploser de joie et de chagrin. « J'adorerais ça plus que tout. » Lorsque les petits bras de Michael s'enroulèrent autour de son cou, Marcus sentit quelque chose de fondamental changer en lui. Pour la première fois depuis son diagnostic, il ne pensait pas à la mort, au temps perdu ou au regret. Il était simplement un père tenant son fils, complet dans ce moment parfait. Le domaine des Wellington à Greenwich se dressait comme un monument à la vieille fortune, ses colonnes géorgiennes projetant de longues ombres sur la pelouse manucurée. Marcus agrippa le volant de sa Bentley à 2 mains, Sarah à ses côtés, observant chacun de ses mouvements avec une précision médicale. Sur la banquette arrière, James et Michael pressaient leurs visages contre les vitres, émerveillés. « C'est ici que tu habitais ?» demanda James, stupéfait. « Il y a longtemps », répondit Marcus, son élocution plus laborieuse que la veille. La tumeur progressait de manière agressive, il avait perdu la vision partielle de son œil gauche ce matin-là. Les parents de Marcus, Eleanor et Charles Wellington III, se tenaient rigides sur les marches de l'entrée comme des statues de marbre. À 73 et 75 ans respectivement, ils incarnaient l'aristocratie du Connecticut, digne, contrôlée et totalement impréparée à la bombe que leur fils mourant s'apprêtait à lâcher. « Mère, père », dit Marcus en s'approchant, s'appuyant lourdement sur le bras de Sarah. « J'aimerais que vous rencontriez vos petits-fils. » La façade composée d'Eleanor se fissura immédiatement. « Marcus, de quoi parles-tu » James et Michael, continua-t-il, poussant doucement les garçons en avant. « Ils ont 6 ans. Ce sont les miens. » Charles étudia les enfants avec l'œil vif d'un homme habitué à évaluer les lignées. Les traits des Wellington étaient indubitables, la mâchoire forte, les yeux bruns intelligents, la façon dont les 2 garçons se tenaient avec une confiance inconsciente. « C'est impossible, murmura Eleanor. « Tu n'as jamais mentionné ?»« Il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais mentionnées, » l'interrompit Marcus, sa voix faiblissant. « Mais nous n'avons pas le temps pour de longues explications. Je suis en train de mourir, et ces garçons ont besoin d'une famille. » L'heure suivante fut une danse délicate entre le choc, le déni et l'acceptation progressive. Eleanor, malgré sa stupéfaction initiale, se sentit attirée par les questions précoces de James sur les portraits de famille qui ornaient les murs. Charles, pragmatique dans l'âme, calculait déjà les implications juridiques des revendications de paternité posthume. Les complexités juridiques sont stupéfiantes, admit Charles en privé à Marcus et Sarah dans son bureau. Sans paternité établie,
sans votre nom sur les actes de naissance? C'est pourquoi j'ai apporté ceci, dit Marcus, produisant un épais document juridique. Mon avocat a travaillé sans relâche. Reconnaissance de paternité par testament, avec vérification ADN à suivre. Tout est arrangé. Sarah observait le déroulement avec des émotions mitigées. Une partie d'elle était reconnaissante pour la sécurité financière que ces gens pouvaient offrir à ces garçons, une autre partie en voulait à la facilité avec laquelle la richesse pouvait résoudre des problèmes qui l'avaient tourmenté pendant des années. Les fonds en fiducie sont structurés pour une croissance à long terme, expliqua l'avocat de Marcus, David Chen, en les rejoignant. Frais de scolarité couverts jusqu'aux études supérieures, thérapie de Michael entièrement financée, allocation de logement qui s'ajuste à l'inflation. Vous avez pensé à tout, dit doucement Sarah. Marcus se tourna vers elle avec des yeux qui contenaient une vie entière de regrets. J'essaie de... Je ne peux pas leur rendre leur enfance, mais je peux leur donner leur avenir. Pendant ce temps, dans le jardin, quelque chose de magique se produisait. Eleanor avait surmonté son choc initial et montrait au garçon sa rose réprimée. James la criblait de questions sur les noms des plantes et les saisons de croissance, tandis que Michael, enhardi par sa percée de la veille avec Marcus, parlait directement à son grand-père de l'étang à Carpecoy. Ils ont du caractère, observa Charles à Marcus à travers la fenêtre. Le garçon avec les difficultés de lecture? Michael. Il me rappelle toi à cet âge. La même détermination cachée derrière l'incertitude. Il va être remarquable. Ils le seront tous les deux, dit Marcus, ses mots s'empâtant de plus en plus. Le soir, les documents juridiques étaient signés, attestés et notariés. Des échantillons d'ADN furent prélevés pour une vérification posthume, une étape morbide mais nécessaire. Les garçons hériteraient non seulement d'argent, mais aussi d'un héritage, d'un nom de famille et de grands-parents qui montraient déjà des signes d'un amour protecteur féroce. Alors qu'ils se préparaient à partir, Eleanor prit Sarah à part. « Je sais que nous n'avons eu aucune relation, » dit la femme plus âgée avec précaution. « Et je sais que mon fils vous a terriblement blessé. Mais ces garçons, ce sont des Wellington maintenant. Cela signifie quelque chose dans cette famille. » « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Sarah. « Cela signifie qu'ils ne manqueront jamais de rien. Éducation, opportunité, soutien, tout ce dont ils ont besoin. Et cela signifie que vous faites aussi partie de la famille, que cela vous plaise ou non. » Pendant le trajet de retour vers Brooklyn, James était plein de bavardages excités sur ses nouveaux grands-parents, tandis que Michael était assis tranquillement, traitant les événements de la journée. Marcus pouvait à peine garder les yeux ouverts, l'effort de la journée ayant drainé le peu d'énergie qui lui restait. « Marcus papa ?» dit doucement Michael alors qu'ils entraient dans le quartier de Sarah. « Oui, champion. Est-ce que mamie Eleanor et papy Charles vont s'occuper de nous quand tu iras au paradis ?» La question transperça le cœur de Marcus. « Ils vont t'aider à prendre soin de vous, mais maman sera toujours la personne la plus importante. » « Bien, » dit Michael avec une finalité d'enfant de 6 ans. « Je les aime bien, mais j'aime maman le plus. » Alors que Sarah aidait Marcus à sortir de la voiture, ses jambes faillirent le lâcher complètement. Le temps s'épuisait plus vite que quiconque ne l'avait prévu. 2 semaines après la visite au domaine des Wellington, Marcus ne pouvait plus marcher sans aide. Le fauteuil roulant que Sarah avait accepté à contre-cœur de louer trônait dans son salon comme un invité indésirable, ses barres chromées captant la lumière de l'après-midi qui filtrait par ses petites fenêtres. « Les garçons, Marcus est là », appela doucement Sarah, l'aidant à passer de la voiture au fauteuil roulant avec une efficacité exercée. Sa formation en radiologie lui avait appris les soins de base aux patients, mais rien ne l'avait préparé à voir le père de ses enfants dépérir sous ses yeux. James courut pour les accueillir mais s'arrêta net en voyant le fauteuil roulant. Son jeune visage passa par la confusion, l'inquiétude et une tentative déchirante de normalité. « Salut Marcus papa » dit-il prudemment. « Comment ça se fait que tu aies besoin de cette chaise ?»« Mes jambes, elles ne fonctionnent plus très bien », réussit à dire Marcus, son élocution maintenant considérablement altérée. La simple phrase nécessitait un effort énorme, et Sarah pouvait voir l'épuisement déjà s'insinuer sur ses traits. Michael apparut sur le seuil, son éléphant en peluche serré contre sa poitrine. Depuis leur percée 3 semaines plus tôt, il était devenu plus affectueux avec Marcus, mais le fauteuil roulant l'effrayait clairement. « Est-ce que ça va te faire mal ?» murmura Michael en s'approchant lentement. « Non, champion. Ça m'aide. Comme les lunettes aident les gens à mieux voir. »
Sarah avait établi de nouveaux protocoles, visite de 30 minutes maximum, surveillance constante et interruption immédiate si Marcus montrait des signes de confusion ou de détresse. Elle avait également déplacé tous les objets cassables hors de portée après que Marcus eut renversé une lampe lors de sa dernière visite, sa conscience spatiale étant de plus en plus compromise. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui » demanda James, s'installant en tailleur par terre à côté du fauteuil roulant. Marcus plongea la main dans le sac accroché au bras de sa chaise, son mouvement lent et délibéré. « J'ai apporté, caméra vidéo », dit-il, chaque mot nécessitant un effort visible. Faire des films, s'illuminèrent les yeux de James d'excitation. En quelque sorte. Tu veux m'aider à enregistrer des messages spéciaux ? Sarah positionna la caméra sur son trépied pendant que Marcus rassemblait ses pensées. Elle avait discuté de ce plan avec lui la veille, des messages vidéo finaux pour chaque garçon, à recevoir lors des étapes importantes de leur vie, diplôme, mariage, la naissance de leurs propres enfants. Des mots d'outre-tombe pour les guider à travers des moments dont ils ne seraient jamais témoins. James d'abord, dit Marcus, faisant signe à son fils de s'asseoir à côté du fauteuil roulant. La séance d'enregistrement fut à la fois belle et déchirante. Marcus, malgré son état de détérioration, réussit à convoquer une clarté remarquable pour son fils aîné. James, si tu regardes ça, c'est que tu obtiens probablement ton diplôme de fin d'études secondaires, commença Marcus, ses mots soigneusement rythmés. Je veux que tu saches à quel point je suis fier. Tu as toujours été le courageux, le protecteur. Prends soin de Michael, mais souviens-toi que tu n'as pas à porter le monde entier sur tes épaules. James resta parfaitement immobile, comprenant la gravité du moment même s'il ne pouvait en saisir toute la permanence. Souviens-toi qu'être intelligent, ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est poser les bonnes questions. Et James, ta maman, c'est la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Écoute-la. Quand ce fut le tour de Michael, le garçon grimpa prudemment sur les genoux de Marcus, n'ayant plus peur du fauteuil roulant. « Michael, mon adorable garçon », murmura Marcus dans la caméra, sa voix s'affaiblissant. « Si tu regardes ça, peut-être que tu as de nouveau des difficultés avec la lecture. Je veux que tu saches que « différent » ne veut pas dire cassé. Ton cerveau, il fonctionne de manière magnifique. Michael se blottit plus près, sentant quelque chose de profond dans le ton de son père. Tu ressens les choses profondément. C'est un don. Le monde a besoin de gens qui voient avec leur cœur. Et Michael, ces mots qui sont difficiles maintenant, un jour, tu trouveras ceux qui comptent le plus. À mi-chemin de l'enregistrement de Michael, l'élocution de Marcus devint plus laborieuse. Sarah remarqua que son œil gauche commençait à dériver, un signe que la tumeur affectait ses centres de contrôle moteur. On devrait peut-être arrêter, suggéra doucement Sarah. Non, insista Marcus avec une fermeté surprenante. Besoin de finir. Mais alors qu'il essayait de continuer, ses mots s'embrouillèrent, puis s'arrêtèrent complètement. Pendant un moment terrifiant, il fixa la caméra d'un regard vide, la confusion assombrissant ses traits. Marcus? Sarah se rapprocha, sa main sur son épaule. Où? Marcus regarda autour de la pièce comme s'il la voyait pour la première fois. James sursauta, la peur traversant son jeune visage. Qu'est-ce qui ne va pas avec Marcus, papa? Parfois, son cerveau est confus, expliqua calmement Sarah, bien que son cœur batte la chamade. Comme parfois les ordinateurs se bloquent. En quelques minutes, la clarté de Marcus revint, mais l'épisode avait secoué tout le monde. Michael s'était retiré dans son coin, tandis que James planait de manière protectrice à proximité. « Je vais bien », les assura Marcus, bien que sa voix soit à peine au-dessus d'un murmure. « Juste, besoin de me reposer maintenant. » Alors que Sarah le raccompagnait à la voiture, Marcus lui serra la main avec une force surprenante. « Combien de temps encore » demanda-t-elle doucement. Le docteur Harrison pense, peut-être une semaine. 2 au maximum. Sarah ferma les yeux, sentant le poids des décisions qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir prendre. « Tu veux leur dire ?»« Pas encore. Laisse-les se souvenir de moi en train de parler, pas seulement en train de mourir. » Cette nuit-là, après que les garçons se furent endormis, Sarah visionna les enregistrements vidéo. La détérioration de Marcus était visible même sur une durée de 30 minutes, son élocution progressivement plus laborieuse, sa coordination défaillante en temps réel. Mais son amour pour ses fils transparaissait à travers chaque mot hésitant, chaque souffle laborieux. Ces enregistrements imparfaits et déchirants seraient les derniers cadeaux qu'il pourrait leur faire. L'appel arriva à 3h47 du matin, un jeudi.
Sarah se réveilla en sursaut au bourdonnement insistant de son téléphone, sachant immédiatement ce que cela signifiait. Elle s'attendait à cet appel depuis des jours, voyant Marcus se détériorer à chaque visite, jusqu'à la veille, où il pouvait à peine garder les yeux ouverts plus de quelques minutes. « Mademoiselle Connor ? C'est le docteur Harrison, du Mont Sinaï. Marcus Wellington m'a demandé de vous appeler. C'est le moment. » Sarah ferma les yeux, ressentant un étrange mélange de chagrin et de soulagement. « Combien de temps ? Des heures. Peut-être un jour ou deux au maximum. Il a demandé à voir les garçons. » La chambre d'hôpital ressemblait à un sanctuaire de recueillement feutré lorsque Sarah arriva avec James et Michael cet après-midi-là. Marcus était allongé, soutenu par des oreillers blancs, sa carrure autrefois puissante maintenant frêle et diminuée. L'homme qui avait commandé des conseils d'administration et construit des gratte-ciel pouvait à peine lever la tête. Mais ses yeux s'illuminèrent dès qu'il vit ses fils. « Voilà mes garçons », murmura-t-il, sa voix à peine audible au-dessus du doux bip des moniteurs. James s'approcha le premier du lit, son visage de 8 ans sérieux, empreint d'une compréhension au-delà de son âge. « Salut Marcus papa. Tu es très malade ? » ?»« Très malade, » confirma doucement Marcus. « Mais, pas de douleur. Juste, fatigué. » Michael resta d'abord en retrait, submergé par l'environnement stérile de l'hôpital et l'enchevêtrement de fils connectés à Marcus. Sarah le souleva délicatement, l'installant sur la chaise à côté du lit où il pouvait voir son père sans être effrayé par l'équipement médical. « C'est d'ici que tu vas aller au paradis ?» demanda Michael avec la franchise directe que seuls les enfants possèdent. Les yeux de Marcus s'emplirent de larmes. « Peut-être, champion. Mais pour l'instant, je suis juste heureux que vous soyez là. » Pendant l'heure qui suivit, ils parlèrent en phrases simples et douces. Marcus posa des questions sur l'école, sur leurs jeux préférés, sur tout ce qui pouvait faire parler ses fils. Son élocution était laborieuse et souvent interrompue par de longues pauses, mais chaque mot était précieux. « James, dit lentement Marcus. Tu vas être un grand frère extraordinaire. Prends soin de Michael. »« D'accord. Je le fais déjà, » répondit solennellement James. « Je l'aide à lire. »« Bon garçon. Et Michael ?» Marcus tourna légèrement la tête, sa coordination nécessitant un effort énorme. « Continue de dessiner. Continue de voir le monde avec tes beaux yeux. » Sarah avait apporté le matériel de dessin, et les deux garçons s'installèrent dans des positions confortables autour du lit. James d'un côté, tenant la main droite de Marcus, Michael coloriant soigneusement à côté du bras gauche de son père. La scène était à la fois déchirante et parfaitement naturelle, comme s'ils avaient fait cela toute leur vie. « Raconte-nous quand tu étais petit », demanda James en serrant les doigts de Marcus. La voix de Marcus devint plus douce alors qu'il partageait des souvenirs fragmentés, grimper aux arbres à Central Park, construire des forts avec des coussins de canapé, la façon dont sa grand-mère faisait des crêpes en forme d'animaux. Des histoires simples qui peignaient des images d'une enfance à laquelle les deux garçons pouvaient se connecter. « Tu avais aussi des problèmes pour lire ?» demanda Michael en levant les yeux de son dessin. « Oui, les lettres sautaient sur la page, comme si elles jouaient à cache-cache. Mais tu t'es amélioré. Je suis devenu différent. J'ai trouvé mon propre chemin. Toi aussi, tu le feras. » Eleanor et Charles Wellington arrivèrent en début de soirée, apportant avec eux un air de chagrin digne. Les garçons s'étaient familiarisés avec leurs grands-parents au cours des dernières visites, et leur présence semblait apporter la paix à Marcus. « Les garçons, dit doucement Eleanor, voudriez-vous montrer vos dessins à papy Charles pendant que mamie parle à votre papa ?» Tandis que les enfants se déplaçaient vers la fenêtre avec Charles, Eleanor s'approcha du lit, son extérieur composé se fissurant enfin en regardant son fils mourant. « Je suis tellement désolée, Marcus, » murmura-t-elle. « Nous aurions dû savoir pour eux plus tôt. Nous aurions dû être là. »« Vous êtes là maintenant, » répondit Marcus avec un effort considérable. « C'est ce qui compte. Prenez soin d'eux. Et de Sarah. Elle est remarquable. Nous le ferons. Je le promets. » Alors que la journée avançait, les périodes de conscience de Marcus se firent plus courtes, mais chaque fois qu'il ouvrait les yeux, son regard cherchait ses fils. James s'était autoproclamé porte-main officiel, maintenant un contact doux même lorsque Marcus somnolait. Michael avait créé une œuvre d'art élaborée représentant des bonshommes allumettes étiquetés papa, maman, James et Michael debout sous un arc-en-ciel. « Regarde, » dit doucement Michael lors d'un des moments d'éveil de Marcus. « C'est notre famille. » Marcus étudia le dessin avec une concentration féroce,
mémorisant chaque coup de crayon. C'est parfait, réussit-il à dire. Vous êtes tous parfaits. Ce soir-là, alors que les heures de visite se terminaient, dire au revoir semblait différent, plus définitif. James semblait le comprendre instinctivement. Marcus papa, dit James en se penchant près du lit. Je t'aime. Je t'aime aussi, James. Tellement. Michael, enhardi par l'exemple de son frère, grimpa prudemment sur le lit pour un dernier câlin. Je t'aime, Marcus papa. Tu me regarderas depuis le paradis? Chaque jour, promit Marcus, sa voix se brisant. Chaque jour. Sarah resta jusqu'à minuit, regardant Marcus dormir d'un sommeil agité. Le va-et-vient de sa poitrine devenait plus laborieux, et elle savait que le lendemain pourrait ne pas venir pour lui. Quand elle l'embrassa finalement sur le front pour lui dire au revoir, il remua légèrement. « Sarah, je suis là. Merci de m'avoir laissé les aimer. Merci d'être revenu, murmura-t-elle à travers ses larmes. » À 4h23 du matin, Marcus Wellington mourut paisiblement dans son sommeil, entouré des fleurs de ses fils et des photos qu'ils avaient dessinées pour lui. Sa dernière pensée consciente avait été pour deux petits garçons qu'il appelait Marcus papa, et pour la femme qui lui avait fait le plus grand des cadeaux, une chance de rédemption. Les feuilles d'automne crissaient sous les petits pieds tandis que James et Michael marchaient main dans la main à travers les sentiers sinueux du cimetière de Woodlawn. À 8 ans, James avait endossé le rôle protecteur que Marcus avait imaginé, tandis que Michael, maintenant plus confiant, portait un dessin frais dans sa main libre. « N'oubliez pas de parler clairement », leur rappela doucement Sarah, ajustant le col de la veste de Michael. Les séances de thérapie financées par Marcus faisaient des miracles. La lecture de Michael s'était améliorée de façon spectaculaire, et sa confiance s'épanouissait à chaque petite victoire. La pierre tombale de Marcus était élégante dans sa simplicité, Marcus Wellington. Père bien-aimé. Chaque jour. Les garçons avaient choisi eux-mêmes ces derniers mots, se souvenant de sa promesse de les surveiller depuis le paradis. « Salut Marcus papa », dit James en s'asseyant en tailleur sur l'herbe avec une aisance habituée. Michael a appris à lire un livre entier tout seul cette semaine. Michael rayonnait de fierté, dépliant sa dernière œuvre d'art. J'ai dessiné notre nouvel appartement. Il a 3 chambres, et maman a sa propre salle de bain maintenant. Sarah sourit, regardant ses fils bavarder avec la tombe de leur père avec le naturel d'enfants qui avaient intégré la perte dans leur compréhension de l'amour. La fiducie Wellington avait en effet changé leur vie. Ils avaient déménagé dans un quartier sur de Park Slope, Michael recevait des séances de thérapie bi-hebdomadaires, et les 2 garçons fréquentaient une excellente école privée où leurs besoins uniques étaient compris et encouragés. Raconte-lui la visite de mamie Eleanor, encouragea Sarah. Elle nous a emmenés dans ce restaurant chic où ils mettent la serviette sur tes genoux, rapporta sérieusement James. Et elle a dit que nous allions passer Noël dans la grande maison du Connecticut. Papy Charles m'apprend des choses sur les poissons, ajouta Michael. Ceux de son étang ont des noms. Eleanor et Charles avaient accueilli leurs petits-enfants inattendus avec la dévotion féroce de personnes à qui l'on offre une seconde chance en famille. Ce qui avait commencé comme un devoir avait évolué en un amour sincère. Il assistait aux pièces de théâtre de l'école, se souvenait des anniversaires et offrait le genre de stabilité générationnelle que Sarah n'avait jamais imaginé possible. Et maman a aussi quelque chose à te dire, dit James avec une malice de 8 ans dans les yeux. Sarah sentit ses joues s'échauffer. C'est privé, James. Mais Marcus papa devrait savoir pour David, intervint Michael. Il fait sourire maman. David Chen, l'ancien avocat de Marcus, était resté dans leur vie, initialement pour gérer les arrangements de la fiducie. Quelque part entre les réunions juridiques et les conférences scolaires, une douce amitié s'était développée. Sarah avait résisté à tout sentiment romantique pendant des mois, incertaine si aller de l'avant signifiait trahir la mémoire de Marcus. Il est très gentil, dit finalement Sarah en s'adressant directement à la pierre tombale. Il fait rire les garçons, et il comprend notre histoire. Je pense que tu l'approuverais. Le vent bruissa dans les chênes au-dessus d'eux, et Michael leva les yeux, plein d'espoir. C'est Marcus papa qui dit oui? Peut-être, dit doucement Sarah. Alors qu'il se préparait à partir, James se leva et posa sa petite main sur la pierre tombale. Marcus papa, j'ai réfléchi à ce que je veux faire quand je serai grand. Qu'est-ce que c'est, mon chéri? Demanda Sarah. Un médecin. Comme ceux qui ont essayé de t'aider. Peut-être que je peux apprendre à réparer les cerveaux pour que d'autres papas n'aient pas à aller au paradis si tôt. Sarah eut le souffle coupé.
À 8 ans, James montrait déjà des signes de la détermination des Wellington, transformant la perte en but, la douleur en guérison. 15 ans plus tard, le docteur James Wellington, en blouse blanche, se tenait devant un amphithéâtre rempli d'étudiants en médecine à l'université Johns Hopkins. L'écran de sa présentation affichait des images de scanners cérébraux qui auraient été terriblement familières à sa famille. Le glioblastome multiforme reste l'un de nos plus grands défis, expliqua-t-il à l'auditoire captivé. Mais les récentes avancées en immunothérapie et en thérapie génique ciblée offrent un espoir sans précédent. Au premier rang, Michael était assis avec un carnet de croquis, ses difficultés d'enfance avec les mots maintenant transformés en un don pour l'illustration médicale. Ces dessins détaillés aidaient l'équipe de recherche de son frère à visualiser des voies neuronales complexes d'une manière que l'imagerie traditionnelle ne pouvait capturer. Mes recherches sont dédiées à prolonger non seulement la vie, mais aussi le temps de qualité, poursuivit James, sa voix portant le poids de l'expérience personnelle. Parce que parfois, quelques semaines peuvent tout changer. Après la conférence, les frères traversèrent ensemble le campus en direction du laboratoire de James. À 23 ans, James avait suivi un parcours accéléré pour obtenir son diplôme de médecine avec une concentration singulière, tandis que Michael avait trouvé sa vocation en créant des illustrations médicales qui comblent le fossé entre la complexité scientifique et la compréhension humaine. « Maman a appelé », dit Michael en faisant défiler son téléphone. « David va officiellement faire sa demande le mois prochain. » « Il était temps, sourit James. Ils sont ensemble depuis plus longtemps que Marcus et maman ne l'ont jamais été. Tu penses que Marcus papa serait d'accord avec ça? James s'arrêta de marcher, considérant la question avec la gravité qu'elle méritait. Je pense que Marcus papa voudrait que maman soit heureuse. Et je pense qu'il serait fier que nous parlions encore de lui comme s'il faisait partie de nos décisions. Le soir, ils se rendirent à Brooklyn pour rejoindre Sarah et David pour le dîner. L'appartement était rempli du chaos confortable d'une famille recomposée. Emma, la fille adolescente de David issue de son premier mariage, était devenue la sœur que les garçons n'avaient jamais su qu'ils voulaient. James a obtenu une autre bourse de recherche, annonça fièrement Sarah au dessert. La fondation Wellington finance une étude de 3 ans, expliqua James à David. Mamie Eleanor a insisté pour qu'il finance spécifiquement la recherche sur les tumeurs cérébrales. Elle a dit que c'est à ça que servent les fondations familiales, ajouta Michael. Prendre soin des gens comme les familles devraient le faire. Après le dîner, ils se rassemblèrent autour du vieil album photo que Sarah avait enfin pu regarder sans pleurer. Des photos de Marcus pendant son bref passage avec les garçons remplissaient les pages, en fauteuil roulant mais souriant, lisant des histoires à Michael, construisant des tours de blocs avec James. Vous savez de quoi je me souviens le plus? Dit doucement James en étudiant une photo de Marcus l'aidant avec un puzzle. Comment il écoutait. Vraiment écoutait. Même quand parler était difficile pour lui. Il me faisait sentir intelligent. Il me faisait sentir que mes pensées comptaient, ajouta Michael. Même quand je ne pouvais pas lire les mots. Sarah essuya des larmes qu'elle n'essayait plus de cacher. Il serait si fier de vous deux. Des hommes que vous êtes devenus. De la façon dont vous prenez soin l'un de l'autre. Nous avons appris des meilleurs, dit James en serrant la main de sa mère. Dehors, la neige commença à tomber doucement contre les fenêtres. Demain, il rendrait à nouveau visite à la tombe de Marcus, comme il l'avait fait chaque mois depuis 15 ans. Il lui parlerait de la dernière avancée de la recherche de James, de la nouvelle commande de Michael pour illustrer un livre pour enfants sur les différences d'apprentissage, des fiançailles de Sarah avec un homme qui honorait la mémoire de Marcus en aimant bien sa famille. Et quelque part, dans l'espace entre la mémoire et l'espoir, l'héritage de Marcus Wellington se poursuivait. Non pas dans des bâtiments ou des comptes en banque, mais en 2 jeunes hommes remarquables qui avaient appris que l'amour pouvait transcender le temps, que la rédemption était toujours possible, et que parfois, le cadeau le plus profond qu'un père puisse faire à ses enfants était le courage de vivre pleinement, même dans l'ombre de la perte. Le garçon qui ne savait pas lire était devenu un artiste dont le travail aidait à guérir les autres. Le grand frère protecteur avait dédié sa vie à faire en sorte qu'aucune famille ne perde un père comme ils avaient perdu le leur. Et la femme qui avait été brisée par la trahison avait appris à aimer à nouveau, entourée par la famille que les dernières semaines de Marcus avaient rendu possible. En fin de compte, 6 semaines avaient en effet tout changé.